On commence avec un peu de retard. Rassurez-vous, on ne va pas précipiter les choses parce que déjà la durée de la plénière est relativement courte. S'il fallait en plus l'amputer, il faudrait supprimer la moitié des intervenants et la moitié des interventions. Je me présente, je suis Guy de Bailleul, professeur associé à l'Université Laval et j'ai eu le privilège de faire partie du comité scientifique qui a essayé de concocter le contenu de ce programme. Nous avons cet après-midi une formule un peu différente de celle des plénières qui ont précédé, dans la mesure où on a une table ronde où chacun des intervenants que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent va intervenir sur chaque question chacune des questions qui leur a été soumises. On visait 5 questions. On va voir si on arrive à passer à travers les 5 questions, mais chacun va donc intervenir à tour de rôle. Et ces intervenants, je vous les présente tout de suite dans l'ordre alphabétique, avec en tout premier lieu M. Marcel Grolot. Monsieur Grolot est producteur agricole, producteur laitier, et il est engagé dans le syndicalisme agricole depuis plus de 25 ans, plus de 20 ans. Il a été président de la Fédération des producteurs de lait du Québec, et depuis 2011, il est président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec. L'Union des producteurs agricoles est l'organisme et le syndicat qui rassemble l'ensemble des producteurs agricoles au Québec. Il est, dans le même temps, président d'UPADI, UPA Développement International, donc une ONG qui a vocation à intervenir dans les pays en développement à partir de l'expérience que l'UPA a accumulée. Il préside aussi la Coalition pour la souveraineté alimentaire. Il préside la coalition Géo5. Alors pour les moins connaisseurs de la réalité québécoise et canadienne, c'est un organisme qui rassemble l'ensemble des dispositifs qui font l'objet de la gestion de l'offre qui est particulièrement sur la table dans les négociations actuelles de la renégociation de l'ALENA. Et puis, il est aussi président intérimaire de Solidarité rurale du Québec. Mais ce qui sous-tend cette activité syndicale, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, qu'il était producteur agricole. Avec son frère Denis, il gère une ferme laitière qui cultive environ 200 hectares de terre et élève 300 têtes Holstein, dont 150 vaches en production laitière. Après M. Grolot, nous avons Mme Lalancette, Michèle Lalancette, qui est présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. C'est aussi une productrice laitière, donc le secteur laitier est largement représenté, en tout cas du côté du Nord. Et elle est dans un processus de reprise de la ferme familiale, comme par vocation ceux qui sont dans la relève agricole, et sur une ferme laitière dont le troupeau est en voie d'être certifié biologique. Elle a, avant de s'engager directement dans la production agricole, elle a agi dans d'autres organisations au niveau du soutien technique, notamment en agro-environnement et au Club Conseil Provière dans la région de Jonquière. Donc, je vous disais, depuis mars 2016, elle est présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, une organisation qui est affiliée à l'Union des producteurs agricoles et qui rassemble près de 1700 jeunes qui ont envie de faire de l'agriculture. Nous avons pour le Sénégal M. Saliou Sey, qui est un agroformateur. Il est de formation ingénieur des travaux agricoles
Et il a œuvré pendant plus de 16 ans sur les questions de formation, d'appui conseil au Sénégal, à travers différents organismes, notamment à l'Agence nationale du Conseil agricole et rural du Sénégal. Et puis maintenant, il est responsable de la formation d'un réseau très important au Sénégal, qui est le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, qui rassemble 35 000 membres. Et il a comme responsabilité d'identifier les besoins et la mise en place des actions de formation. Et notamment, il s'intéresse aux questions de formation sur les aspects de production durable et des questions de gestion de l'environnement. Donc on est, vous voyez, tout à fait dans le domaine... enfin, évidemment, les changements climatiques font partie de cet ensemble. Enfin, nous avons Madame Julia Wolf, qui est chargée des questions climatiques à la FAO. Elle est agroéconomiste de formation et avant de travailler à la FAO, elle a eu l'occasion de travailler au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, et aussi pour le gouvernement allemand, puisqu'elle est d'origine allemande, et ceci pendant plus de 15 ans. Elle est actuellement en train d'œuvrer dans le programme d'intégration de l'agriculture aux différents plans nationaux d'adaptation qui est un programme de collaboration avec le PNUD pour justement faciliter l'intégration du secteur agricole aux plans nationaux d'adaptation que différents pays ont été invités à souscrire. Voilà nos intervenants pour une séance qui sera consacrée donc plus particulièrement à l'agriculture au sens large. Si on n'en était pas conscient, les séances précédentes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles nous ont rappelé que dans la relation entre la sécurité alimentaire, la nutrition d'un côté et les changements climatiques, l'agriculture occupe, au sens large, je répète, occupe une place centrale. En effet, les secteurs agricoles, qu'il s'agisse des cultures, de l'élevage, de la foresterie, de la pêche, de l'aquaculture, sont et seront parmi les plus touchés par les impacts des changements climatiques, et avec des conséquences potentiellement considérables, notamment pour les pays les moins avancés ou les pays en développement, dans lesquels précisément le secteur agricole occupe une grande place dans l'économie et dans l'alimentation. En même temps, les secteurs agricoles, de par l'importance des ressources naturelles qu'ils mobilisent pour leur activité, se retrouvent à être des gestionnaires des écosystèmes. À ce titre, ils ont donc un rôle considérable à jouer dans l'adaptation des écosystèmes et des territoires. Par ailleurs, on est conscient, et ça a été rappelé hier, que ces secteurs agricoles, ces systèmes agricoles, contribuent aussi constituent une source importante des émissions de gaz à effet de serre, et donc, en fonction des adaptations que pourraient connaître les systèmes de production, ils peuvent contribuer à l'atténuation en réduisant leurs propres émissions d'un côté, et aussi en facilitant la captation de carbone dans la biomasse à travers les puits de carbone, notamment que le sol, par exemple, peut constituer. Tout en donc atténuant ou contribuant à limiter les émissions, tout sans remettre en cause, évidemment, leur contribution à la sécurité alimentaire, à la nutrition. Enfin, dans les secteurs de l'agriculture et de la forêt, de nombreux exemples montrent que les deux objectifs d'adaptation d'un côté et d'atténuation de l'autre peuvent souvent être poursuivis simultanément, avec par ailleurs d'importants autres bénéfices en matière de développement durable. C'est un peu la thématique
qui nous guide dans cette plénière de cet après-midi. Puis on va essayer de la décliner en quelques questions. Et pour se mettre en appétit, enfin si je puis dire après le déjeuner, mais pour lancer le débat, j'inviterai nos panélistes à répondre à la question suivante, à la première question. Pour l'agriculture dans son ensemble, les changements climatiques ne sont pas seulement une menace, mais c'est déjà une réalité. Alors, dans le contexte que vous connaissez, quelles en sont déjà les manifestations qui vous paraissent les plus évidentes? Alors, je vais commencer par M. Groslo, puis on passera. Alors, bonjour à tous. Merci, M. de Bailleul, pour cette mise en situation. Merci aussi de m'avoir invité à participer à ce panel-là sur ce sujet-là qui intéresse, mais de plus en plus, tous les producteurs agricoles. En fait, des mesures ou des manifestations concrètes des changements climatiques au Québec se mesurent en journées de croissance supplémentaires. Depuis les années 71, on estime à 20 à 21 journées supplémentaires de croissance au Québec. Donc, c'est énorme pour un climat comme le nôtre. Donc, je sais que l'augmentation moyenne des températures est peut-être depuis qu'on les mesure de 0,5 degrés. Et déjà, pour nous, c'est 20 jours de croissance de plus. Il y a aussi l'hiver, les températures minimales sont moins froides en moyenne l'hiver. Mais par contre, l'été, on a des canicules comme on vit actuellement qui, durant le mois de septembre, qui sont tout à fait extraordinaires. C'est la première fois qu'on connaît ça. Donc, ça entraîne, au niveau des bâtiments d'élevage, ça entraîne une complexité pour soit chauffer ou climatiser ou maintenir une température adéquate pour les animaux. C'est de plus en plus complexe. Ce qu'on voit aussi, c'est des nouveaux ravageurs, des insectes qui auparavant étaient limités par les froids qu'on avait l'hiver, ne pouvaient pas migrer ou se reproduire ici ou vivre à l'année ici. Maintenant, on a des insectes qui vivent ici, qui n'étaient pas là auparavant. Aussi, plusieurs générations de ces insectes-là dans une même saison. Donc, ça complique le travail pour les producteurs à la lutte aux ravageurs des cultures. C'est un autre élément. Donc, comme on est quand même limité, je vais laisser aux autres la chance d'exprimer leur opinion sur ce sujet-là, mais c'est une réalité. Madame Lalancette, voudriez-vous rajouter quelque chose? Ce qu'on remarque aussi, parce que oui, on remarque ce que Marcel vient de dire, en fait, c'est la même chose qu'on vit chez nous. Moi, je suis dans une région un peu plus nordique, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, il y a des ravageurs qu'on n'avait jamais vus dans la région qui maintenant survivent à nos hivers quand même un peu plus rudes au Lac-Saint-Jean. Ce qu'on remarque aussi, c'est des précipitations plus abondantes sur une courte période. Je peux donner l'exemple très rapidement, juste sur la ferme chez nous, en l'espace de 11 ans, ça fait 2 fois qu'on a des épisodes de grêle, chose qui n'avait pas été vue bien des années. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai juste 33 ans quand même, mais c'est déjà des choses qu'on remarque dans un si court laps de temps. Monsieur Sey, merci au Sénégal. Oui, le Sénégal. Merci beaucoup, professeur, donc, pour l'honneur que vous me faites. Donc, au Sénégal, les changements climatiques se manifestent surtout, et les changements climatiques sont sensibles au niveau de l'agriculture. Donc, ça se ressent très, très, très bien. Et donc, ils se matérialisent souvent par une irrégularité des saisons pluvieuses, comme on l'a dit. On ne peut plus rien prévoir. Il y a une diminution de la pluviométrie, des pluies tardives, et ça, c'est une réalité que les populations, les producteurs vivent en ce qui concerne les manifestations des changements climatiques. Il y a aussi une salinisation des sols qui est vraiment effective et qui entraîne donc une réduction des surfaces cultivables et qui, avec la pression démographique, pose le problème donc du foncier, de l'accès à des terres cultivables. Il y a un autre problème lié à la réduction des sources d'eau douce utilisables pour l'agriculture. Au Sénégal, on a une zone qu'on appelle la zone des Niayes, où on produit beaucoup de produits maraîchers, mais on note que cette salinisation-là des eaux, cette réduction d'eau douce utilisable pour le maraîchage est devenue une réalité. Donc, ce sont en résumé les manifestations, quelques manifestations, donc des réalités concrètes qu'on peut vivre
qui concerne les changements climatiques au Sénégal. Merci beaucoup. Thank you very much. So, as FAO is an intergovernmental organization, we of course listen very much to what countries say, and what we hear from country representatives, as you just heard here, is that it's really across the different subsectors, like, so crops, livestock, aquaculture, fisheries, that there's really not future, but really actual today new challenges that a lot of the producers face. It's interesting to see, and FAO has done an analysis on the NDCs, which are the national determined contributions, which were pitched when the Paris Agreement was signed. And most of the countries, so like our figures say 93% of the countries actually voice that for them addressing climate change, agriculture needs to be part of the solution. They also specified it across like 95% refer to crop and livestock, 83 to forest, 46 refer to fisheries and aquaculture as their key priorities to move forward and to consider policy investments as very, very key to address climate change. Merci. Et on voit qu'on a déjà des aspects qui peuvent en apparence être contradictoires quand on pense à la situation du Québec. D'un côté, on a des jours de croissance en plus, mais on a tous les aspects que nos panélistes viennent de soulever qui, eux, ne sont pas spécialement positifs. Et d'un point de vue global, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, il y a des exemplaires du rapport de 2016 de la situation alimentaire de la FAO, dans lequel il y a effectivement un chapitre central consacré au changement climatique déjà, et notamment aux manifestations déjà visibles. Alors, on passe à la deuxième question. L'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique va représenter des défis et aussi des opportunités de différentes natures. Défis, accès à l'eau, maladies et invasion des prédateurs, innovation technologique, diversification des productions, modification du commerce et des marchés, accès à la terre, sécurité alimentaire. Compte tenu de votre expérience, quels sont les défis qui vous apparaissent dans l'état actuel des choses les plus importants et aussi éventuellement les opportunités qui seraient les plus grandes dans l'adaptation de l'agriculture à ces changements climatiques? On va repartir dans le même ordre, M. Grolot. Alors, au niveau des défis, c'est la gestion de l'eau. Dans plusieurs cultures maintenant, prenons la pomme de terre au Québec, historiquement, c'était fait sans irrigation. On escomptait une saison où il y avait suffisamment de pluie. Bon, maintenant, pour assurer la rentabilité des entreprises, toutes les entreprises irriguent maintenant leurs champs de pommes de terre. C'est un exemple. Mais donc, ça nécessite de gérer l'eau qu'on capte. Mais il y a aussi le pendant de ça, c'est lorsqu'on a des pluies diluviennes, comme on a connu, par exemple, au sud du Québec, dans la région de Napierville, dans les jardins de Napierville, où on a reçu 4 pouces d'eau ou 10 cm d'eau en 48 heures, mais ça exige des systèmes ou des canalisations qui permettent l'évacuation rapide de l'eau à la fois. Donc, ça va nous obliger, la gestion de l'eau va devenir un enjeu important. Au niveau des opportunités, naturellement, pour nous, tout le secteur maraîcher, si la saison s'allonge, on peut penser à des nouveaux légumes qu'on pourra produire, qui n'étaient pas possibles ici. Aussi, on augmente la rentabilité des entreprises par l'allongement des saisons, parce qu'ils peuvent produire plus et vendre davantage. D'autres secteurs, les vignes, par exemple, les vignerons du Québec qui ont été audacieux il y a 30-35 ans, qui ont commencé à planter des vignes, bon, aujourd'hui bénéficient grandement de ce réchauffement. Ça, c'est des opportunités. Mais moi, je crois que le défi aussi, ce sera la formation des producteurs. Je crois que les producteurs ont des capacités d'adaptation en autant qu'ils aient les connaissances, qu'on leur transfère les connaissances. Et là-dessus, je pense que d'assurer un transfert des connaissances non liées est important parce qu'on sait que dans ces occasions-là, souvent, les connaissances, l'industrie les possède parce qu'ils font plus de recherche que les gouvernements, mais souvent, la connaissance est transférée par le secteur privé.
Et ça soulève certaines questions aussi. Donc, au niveau du transfert des connaissances et de l'adaptation, nos gouvernements ont un rôle à jouer pour assurer que ce soit fait de façon non liée pour que les producteurs soient en mesure de prendre leurs propres décisions. Madame Lalancette. Je vais justement faire un beau lien avec ça. En fait, au Québec, on a les centres collégiaux de transfert, les CCTT, centres collégiaux de transfert des technologies, qui sont très bien placés pour travailler avec les producteurs. Puis je pense qu'il va falloir penser nos recherches, nos façons de voir les choses, vraiment de la base à la tête de la recherche et de la tête de la recherche à la base, que tout communique. Parce que souvent, on a des recherches qui ne sont pas très bien appliquées et applicables, comme on a des demandes des producteurs qui ne sont pas entendues de la recherche non plus. Je pense que travailler en filière va être très important de ce côté-là. Aussi, développer, une des opportunités, Marcel en a parlé un petit peu, là, moi je vous l'ai dit tantôt, je viens d'un petit peu plus au nord. On a des jours plus longs qu'au sud du Québec, donc avec en plus des meilleures températures, plus de chaleur, plus de jours de croissance, on pense qu'on va pouvoir développer des cultures qu'on ne penserait jamais faire au Québec, même avec les journées supplémentaires, les heures d'ensoleillement supplémentaires qu'on a finalement. Cela dit, pour revenir à la recherche, ça va demander des variétés et des cultivars qui sont adaptés à ça aussi. Puis, je vais rajouter un petit peu sur le fait que ce soit non lié, d'avoir de la recherche et des variétés, des choses qui ont été développées par du non lié, par des sources qui sont neutres, en fait. Si on parle du côté de qu'est-ce qu'on peut faire, des choses comme ça, la réduction de l'utilisation des pesticides, des choses comme ça, encore une fois, comme Marcel le disait, ça va prendre et les solutions efficaces et la formation et la façon de voir les choses. En gros, c'est ça. Merci. Monsieur Sey. Ok, merci beaucoup, professeur. Donc, c'est sûr que les changements climatiques vont induire des défis et des opportunités, donc liés à trouver des solutions palliatives à leur effet. Et donc, je pense que le défi que je vois va porter un peu sur la centralité du producteur. Parce que c'est le producteur lui-même qui met en pratique, son action, mais aussi les effets du changement climatique vont directement au producteur. Donc, il faut revenir à la centralité du producteur, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, surtout par la formation, le conseil sur des techniques beaucoup plus adaptées. Donc, l'idée est de hausser la productivité tout en promouvant des techniques qui puissent être préservatifs de l'environnement. Il y a aussi l'échange d'expérience entre producteurs qui est important parce que les producteurs développent des solutions locales à leurs problèmes. Comment faire de telle sorte que cet échange-là puisse être généré. Il y a aussi l'innovation paysanne qui doit être tenue en compte. La recherche, c'est important, mais aussi quelles sont les innovations paysannes qu'on peut promouvoir, qu'on peut élargir pour vraiment trouver des solutions à cela. L'autre aspect sur lequel je vais revenir, c'est sur la diversification des productions. Aussi, c'est important parce qu'on voit qu'en diversifiant, on minimise donc les risques de perte de récolte, etc. Et que cela permet vraiment d'assurer la sécurité alimentaire. Mais aussi, l'autre défi, c'est de développer des systèmes de stockage et de conservation appropriés parce qu'on a plusieurs pertes. Il y a un bon pourcentage des récoltes qui sont perdues. Comment développer des systèmes de stockage pour pouvoir vraiment ravitailler les marchés en produits en quantité suffisante et en qualité. Merci. Madame Wolf. Thank you. I think it's very interesting what the panel member says in terms of the challenge of the vertical communication and informing science or research on the problems farmers are facing. I think there's many different barriers, and one of the messages I wanted to share with you is the challenge to address governance issues at the national level, or at the local government level, or the municipality level. And today it's a great pleasure actually to speak to an agriculture, food security community, I can call it like that, because we have many meetings where we actually try to convince climate change focal points or climate change responsible people in the countries on agriculture
sector concerns, which is quite a challenge in itself. And I think what is really important, where we all need to learn and where we need to get a clear understanding what's actually happening in the countries, is how the partnership can be built between people who have been following the climate agenda for many years and have not been maybe so much concerned about agriculture sector particularities. That has many different dimensions. It has barriers in terms of potentials, in terms of institutional responsibilities, who's in charge of what. In many countries we find that in agriculture ministries there's like maybe one focal point, but the subsectors already don't have focal points that need to be trained maybe, and where you actually can create a whole alliance in the countries to prioritize, because that's kind of the other question, like in terms of one of the key challenges is to bring more climate finance eventually in the agriculture sector. So how do you do that is you actually need to identify the adaptation options and assess them. And for that you need to involve the respective stakeholders, which includes national level, but in many cases it includes former organization representatives. So there's lots of things to do and to learn. And I just wanted to plead that it's really important to actually look at the institutional or the power structures in somewhere, and where decisions are actually taken, or where we need to step up and maybe making more information available for decision makers to choose the right options. Merci beaucoup. Là, on voit déjà aussi qu'on retrouve des thèmes qui ont été évoqués dans les plénières ou les ateliers précédents, quand on met l'accent sur la recherche, par exemple, et une recherche appropriée. Et au passage, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, quand on parle de recherche non liée, c'est effectivement de recherche indépendante de celle qui est produite par un certain nombre de compagnies, de corporations, etc. Vraiment la recherche menée de manière indépendante de ses intérêts. On a évoqué aussi les questions de gouvernance, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. D'un autre côté, on constate aussi, et ça a été illustré par l'intervention de M. Mébec hier, c'est que l'agriculture, et particulièrement certaines activités agricoles, contribuent de manière qui n'est pas négligeable à l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que ça doit remettre en cause radicalement un certain nombre de méthodes de production ou d'élevage, ou au contraire, estimez-vous qu'on peut réduire significativement cette contribution à l'émission de gaz à effet de serre sans nécessairement bouleverser les systèmes de production? Quelles sont les approches qui vous apparaîtraient les plus prometteuses de ce point de vue-là? On va continuer dans le même sens. Alors, c'est sûr, on pense tout de suite à l'élevage et aux ruminants, les bovins, qui sont déjà ciblés parce qu'ils produisent la rumination, génère des gaz à effet de serre. Bon, moi, je dirais tout d'abord que peu importe la production, pour l'instant, les efforts que peuvent faire les producteurs, si ça engendre des coûts, pour l'instant, c'est impossible de récupérer ces coûts-là dans le marché. Il n'y a pas de valeur ajoutée aujourd'hui à un produit qui serait indiqué faible en émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas encore, ça n'existe pas. Peut-être que ça viendra, mais tout ça pour vous dire que toutes les externalités à la production d'un produit relatif au gaz à effet de serre ne sont pas transférables au marché. Le seul élément qu'on a aujourd'hui, c'est la taxe sur le carbone, qui a un impact sur les producteurs agricoles au niveau de la consommation des énergies fossiles, mais il n'y a pas beaucoup d'autres signaux directement envoyés aux producteurs sur les changements à apporter à leur production, à la façon de produire ou à l'adaptation. Donc, moi, je pense qu'il y a un premier élément là. Les producteurs, comme monsieur, madame, tout le monde, entendent parler des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour réduire les émissions chez eux. Et il n'y a pas beaucoup d'informations encore sur quelles mesures d'adaptation je pourrais déjà mettre en place pour être capable de faire face aux défis futurs. Alors, on est un peu à ce niveau-là, je dirais, c'est à construire actuellement. Pour ma part, je pense que
le marché va réagir, parce que les producteurs réagissent au marché. La première obligation sur une entreprise, c'est d'être rentable si on veut la transférer, si on veut en vivre. Alors, c'est une question de marché. Est-ce que le marché récompensera un jour des meilleures pratiques pour amener les changements qui devraient nous permettre de les appliquer? La question est là. Donc, c'est plus une question qu'une réponse. Madame Lalancette. Ben moi, un changement global qui est en train de s'opérer, puis on le voit de plus en plus chez les producteurs, je le vois aussi beaucoup de ma génération, c'est de la façon qu'on voit la fertilisation en agriculture. On nous a appris, moi je suis sortie de l'école, ça fait déjà quelques années, on nous a appris à nourrir la plante. Puis j'étais contente des conférences de ce matin parce que ma façon de voir les choses, c'est qu'on devrait apprendre à nourrir le sol, qui lui va nourrir la plante. Ça, je pense que c'est un changement qui va être radical sur tout plein de choses. Donc ça, c'est une première affaire. Puis, comme Marcel le disait, c'est sûr qu'au final, il faut que les solutions soient rentables, soient économiques et relativement faciles d'utilisation, puis qu'il y ait un gain au bout de la ligne. Puis, il ne faut pas se leurrer, les producteurs. Aujourd'hui, j'étais supposée avoir mes enfants avec moi, puis on travaille pour eux autres, on travaille pour leur laisser la terre. Donc, c'est pour ça qu'on doit leur laisser en santé. Puis, déjà, d'avoir cette mentalité-là, cette façon de penser-là, fait en sorte qu'on est plus conscient. Comme Marcel l'a dit, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... À part dire, bon, OK, on utilise moins d'intrants, moins de combustible fossile, des choses comme ça, on n'a pas de choses concrètes. On n'a pas de mesures concrètes à quel point ça peut changer les choses. Merci. Monsieur Sey. OK, merci. Bon, je dirais qu'au Sénégal et dans le contexte africain de manière générale, donc les systèmes de production, du fait de leur caractère plus ou moins traditionnel, produisent peu de gaz à effet de serre. Ce sont des systèmes qui sont le plus souvent basés sur l'exploitation familiale et qui, pour la plupart, sont sur culture pluviale dans plusieurs zones. Et donc, ils n'utilisent pas beaucoup d'intrants et autres donc, qui peuvent jouer sur l'environnement. Donc, l'approche qu'on va recommander, qui semble vraiment adaptée dans ce contexte, est donc le renforcement du type d'agriculture, de type familial. Donc, c'est une agriculture donc, qui peut être facilement gérable et donc qui utilise peu d'intrants, donc qui peuvent, ou bien peu de techniques qui peuvent nuire à l'environnement par l'émission de gaz à effet de serre. Mais pour cela, il va falloir vraiment améliorer les techniques, faire la promotion, comme je l'ai dit tantôt, des savoirs locaux paysans, et donc des moyens de production aussi, améliorer les moyens de production, et donc favoriser les circuits de commercialisation locaux. Cette approche, je l'ai dit tantôt, devra aussi intégrer la diversification comme moyen d'adaptation, mais aussi l'utilisation de variétés à cycle court. Par exemple, au Sénégal, sur le niébé, avec la recherche, on est parvenu à développer des variétés à cycle court qui peuvent permettre aux producteurs donc, de pouvoir produire, donc, quelle que soit donc, la pluviométrie qu'on a. Et donc, je conclurai en disant que donc, l'approche, vraiment, ça doit être une approche de type exploitation familiale où c'est une agriculture à hauteur d'homme et qu'on pourra vraiment appuyer pour vraiment nourrir les populations. Merci. Thank you. The beauty actually of agriculture is that it's really hard to separate out adaptation and mitigation, which may be the case for other sectors. So I think what's really important is, as we already heard, to look at integrated system where you do have synergetic benefit, either looking from a mitigation side where you have adaptation benefits or looking from the adaptation side and look at possible and increased mitigation benefits. Also again, and sorry, I'm coming back to the Paris Agreement, I think what's really interesting to note is
the reason why we have a Paris Agreement is because there was a strong push from developing countries, from CITES, from the NGO community to say, yes, there's a 2 degree that was already agreed in Copenhagen. We should actually be lower than 2 degrees. And actually, the political compromise was to say we target 1.5. So if the world wants to target 1.5 degree, agriculture is part of it. It has to be part of the solution, meaning also there need to be serious efforts into mitigation considerations, because even if we wouldn't mitigate in the agriculture sector today, and all the other sectors they have to, it will come and chase us. Now, I don't have the figures with me, but it will come and chase us. So we need to step up and consider on a country by country or production system approach to see actually what are the potentials. So there's no way not to look at both adaptation and mitigation. Thank you. Oui. Un mot sur un élément aussi qui pourrait aider l'agriculture à participer aux efforts de mitigation. Une pétrolière, une raffinerie par exemple, au Québec, si elle fait d'économie ou si elle produit moins de gaz à effet de serre, elle va pouvoir vendre ces crédits-là sur la bourse du carbone. Il n'y a aucun producteur agricole au Québec qui est admissible à cette bourse du carbone-là parce qu'on considère que les entreprises sont trop petites et c'est trop compliqué de mesurer ce qu'on pourrait capter en termes de carbone, ce qu'on pourrait limiter comme émission également. Donc, c'est pas, à mon avis, il faudrait trouver des façons d'inclure l'agriculture. Nous, on paie la taxe sur le carbone comme les autres, mais on n'est pas admissible à vendre les crédits qu'on pourrait produire. Et on a évoqué beaucoup la question des sols, et notamment dans des interventions précédentes, et puis leur possibilité, leur capacité de constituer des puits de carbone. Effectivement, si on trouve les mécanismes institutionnels pour encourager ces efforts-là, on a des perspectives assez importantes au nord comme au sud. En fait. Et aussi toute la forêt privée. C'est quand même une partie importante de notre territoire agricole. Puis la forêt aussi pourrait, mais ce n'est pas possible pour un propriétaire privé. Eh bien, on arrive déjà à la 4e question. On parle de nécessaire adaptation de l'agriculture au changement climatique, mais il se trouve qu'au fil du temps, les agriculteurs ont souvent fait la preuve d'une grande capacité d'adaptation à des changements, soit dans leur environnement, soit naturel, soit dans leur environnement économique, soit dans leur environnement institutionnel. Moi, comme chercheur ou ex-chercheur ou professeur, une des images qui m'a frappé il y a déjà, je pense, une vingtaine d'années, c'était lors d'une mission dans le nord du Burkina Faso, c'est de voir la mise en œuvre d'une méthode que M. Mebeck justement mentionnait rapidement hier, qui était la méthode ZAI, et qui était en quelque sorte la réhabilitation de démarches que des générations auparavant on faisait dans des contextes de chaleur ou de sécheresse. Donc effectivement, il y a des possibilités qui existent dans le savoir des agriculteurs. Et à ce titre-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour mobiliser cette expérience et cette capacité d'adaptation dans le cadre de ces nouveaux défis? Okay. Alors, sensibiliser les producteurs, ça passe par un transfert de connaissances. Juste leur dire, on ne devrait pas faire ça. Si on ne leur donne pas les moyens de changer leurs pratiques et des moyens qui ont été vérifiés comme étant rentables ou à tout le moins qui maintiennent la situation de l'entreprise, ça va être très difficile d'amener des changements. Donc, cette année, nous, on a fait, il y a un projet qui a été démarré, ça s'appelle Agri-Climat. Et l'Union des producteurs agricoles, on est partenaire avec le CEDAC, le Centre de développement de l'agriculture du Québec, puis c'est financé par le ministère du Développement durable. C'est sur 3 ans, puis c'est justement pour prendre des mesures sur les fermes, différents types de fermes, différentes régions, sur les façons dont on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également sur des mesures d'adaptation. Donc ça, c'est du concret, puis on aura des éléments d'information à transmettre à nos producteurs. L'autre élément, au Québec, on a 72 clubs agro-environnement. Il y a tout près de 6 000 entreprises agricoles déjà qui sont membres de ces clubs-là pour
principalement à chaque année, on doit produire un plan agro-environnemental de fertilisation. Alors, c'est sûr que déjà, on est accompagné par des agronomes dans ces clubs-là. Moi, je pense que la formation des agronomes qui accompagnent les producteurs, formation sur ce sujet-là, qui accompagne les producteurs serait très importante aussi. On parle souvent de formation aux producteurs, mais on n'a pas encore formé nos experts. Alors là aussi, il faut investir si on veut que l'agriculture contribue davantage et que les producteurs s'adaptent aussi. Parce que moi, je crois que je ne suis pas sûr qu'on va réussir à ralentir le réchauffement climatique autant qu'on le souhaiterait. Alors, je pense qu'on doit tout de suite travailler sur les mesures d'adaptation. Bien, moi, j'ai toujours trouvé que le milieu agricole et les producteurs agricoles, c'est une pépinière on les appelle les patenteux, là, mais ils ont tout le temps une façon de voir les choses. Ils ont les deux mains dans la terre. Ils vont toujours trouver des manières d'arriver à leur fin d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours trouvé que c'était une pépinière à idées extraordinaire. Tantôt, je parlais de faire de la recherche là, de la base à la tête, de la tête à la base. Là. C'est important d'aller puiser dans ce savoir-là qui existe depuis des années. Des fois qu'on a oublié et qu'il faudrait peut-être juste ramener ou réactualiser peut-être. C'est un excellent endroit aussi où investir pour les technologies vertes. Parce que moi, j'ai pour mon dire qu'en fait, l'agriculture est à la base de toutes les économies parce que tous les êtres humains mangent. Donc, dans toute économie, il y a des êtres humains, donc la base est toujours l'agriculture à quelque part. En plus de ça, en agriculture, on a plusieurs domaines, de l'électricité, de la mécanique, du vivant. Donc, si on investit dans la recherche en agricole, si on trouve des moyens d'adapter l'agriculture, par le fait même, on va développer des technologies et des façons de faire qui vont être transposables dans toutes les économies mondiales. Ok, merci. Donc, je dirais que les producteurs, de manière consciente ou inconsciente, développent des systèmes d'adaptation. Donc, face aux différentes contraintes auxquelles ils font face, que ce soit les changements climatiques ou autres. Donc, et comme le disait mon prédécesseur, c'est vraiment une pépinière d'idées qu'il va falloir promouvoir. Donc, il va falloir mobiliser cette forte capacité par l'innovation, je l'ai dit tantôt, et la promotion des innovations paysannes. Parce que les innovations paysannes, ça existe. Les paysans développent plusieurs processus ou bien plusieurs techniques pour faire face à des problèmes réels auxquels ils font face. Moi-même, en tant que conseiller agricole, j'ai travaillé dans un programme quand j'étais au niveau de l'Agence nationale de conseil agricole rural où on faisait la promotion de vraiment des techniques originales, donc des producteurs, pour vraiment faire face à des problèmes. Je donne l'exemple, par exemple, du niébé. On avait fait la promotion de l'innovation, par exemple, la pré-germination du niébé, par exemple, pour faciliter plus tard son développement. Donc ça aussi, c'est des techniques qu'on pourrait utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle les échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Ça, c'est important. Au niveau du réseau, de notre réseau, tous les programmes qu'on fait, il y a un volet où on favorise l'échange entre producteurs. Parce que les producteurs développent de certaines capacités, et donc il va falloir que ces capacités-là, ou bien ces techniques-là, puissent être partagées avec d'autres qui peuvent l'appliquer dans leur contexte pour voir si ça marche ou pas. Donc la solution va venir vraiment des producteurs, mais il ne faut pas aussi qu'on oublie la recherche, parce que c'est important aussi, mais que cette recherche-là puisse être vraiment centrée sur des questions qui intéressent les producteurs. Au Sénégal, de plus en plus, on voit que la recherche vraiment est impliquée dans des questions, ce qui n'était pas, pour moi, le cas dans le passé. Mais actuellement, en tant qu'organisation de producteurs, nous, on travaille beaucoup avec la recherche. Pratiquement toutes les variétés qu'ils mettent en place, que ce soit des variétés de sorgho, de maïs, etc., nous, en tant que producteurs, on est sollicités pour pouvoir tester faire des démonstrations, faire des tests pour voir si c'est adapté, et que les producteurs souvent adoptent ces variétés-là qui sont vraiment, qui leur permettent de produire, quelles que soient les situations climatiques. Merci. Madame Wolf. Thank you. FAO's slogan for the last World Food Day last year was climate is changing agriculture too. So
what's really important to note is that we're talking about a change process, meaning we need to understand who are the change makers, right? In that context, FAO, and I'd just like to flag one program FAO has been working on since 2015. It's called Integrating Agriculture in National Adaptation Plans. And it has been quite an experience, and I think it's a very good example to actually see or try to understand what are the key knowledge gaps in the agriculture sectors and the institutions to have enough information for decision making to look into the future. So that's like stepping up from addressing current climate change impacts on agriculture and actually thinking, how will my sector be in 15, 20, 30 years time, right? So what are the resources available? Who are the people I need, the technicians, right? And I think that's all quite difficult, I mean, for all the countries in the world to do. So we have like this pilot program in 11 countries, and our experience just in terms of some of the key knowledge gaps is actually the whole question on the M&E system, for example. And that's not only on agriculture, but it's actually asking the question on how do we kind of include the indicators that we have now with the 2030 agenda, so the SDGs, right? How do they relate into our agriculture questions? So there's many things that need to come together to have like a sustainable indicator framework for countries to say where they are and where they want to benchmark themselves in the future. So that's one of the key areas we try to work on. Then we also support countries on economic reasoning on adaptation options. So we do training programs on training national staff and the institutions to reason about, to assess adaptation options and also the way forward, make the right choices. Another key question or key area to look at is gender, and we've been hearing that in many different sessions already. And I can give you an example how this program has been supporting the government of Uruguay in collecting more gender-sensitive data for the rural areas to better understand what the economic situation of rural women are, woman-headed household, etc., in terms of making a plan in the future to create more economic opportunities, but then also track the situation over time. I think that's kind of a very important area for many countries. So that's just to give some examples of some of the key capacity building areas we need to be aware of, and in many ways it's inviting not only to look at the current situation, but really to look into future employment markets as well. I mean, that the whole question of the youth and what youth is doing in the rural areas, or whether there's opportunities created, that's really important to bring into the equation when you look into knowledge management and capacity building programs. Thank you. Merci. Et on arrive déjà à la dernière question à laquelle les panélistes étaient invités à réfléchir, ce qui veut dire que grâce à leur sens de la discipline, il restera un peu de temps pour que vous puissiez poser quelques questions directement aux panélistes. Alors la question est la suivante, c'est que de très grandes différences de productivité opposent les différentes agricultures du monde, ce qui rend certaines d'entre elles peu concurrentielles sur le marché, sur un marché qui est mondialisé maintenant. Les changements climatiques risquent d'aggraver ces écarts. Faudrait-il, et c'est une question qui peut apparaître dans le contexte immédiat un peu touchy, comme on va dire, quand on voit la façon dont la renégociation de l'ALENA est en train de s'engager, faudrait-il revoir les règles commerciales, les programmes d'aide, les politiques agricoles pour réduire ces écarts dans un contexte de changement climatique? Je dirais qu'il faudrait les revoir, même si on n'était pas dans un contexte de changement climatique. On a vu en 2008, par différents phénomènes climatiques, entre autres, là, une rareté, même pas un manque, mais il y avait seulement une rareté sur le marché de certaines céréales. Et les prix se sont enflammés, et on a vu même dans certains pays, on a parlé d'émeutes de la faim. Alors, c'est sûr que la population est quand même... Les stocks alimentaires mondiaux
sont relativement petits par rapport à la demande. Et moi, oui, on devrait revoir ces règles-là. Puis à l'UPA, on finance une chaire de recherche en droit sur la sécurité alimentaire et la diversité agricole. Et je crois qu'on doit réintroduire dans nos ententes commerciales un minimum de sécurité alimentaire propre à chaque pays. Et ça va favoriser le maintien de la diversité agricole et surtout les agricultures dites nationales, qui sont des agricultures souvent de plusieurs générations, qui sont adaptées à ces pays-là et à ces climats-là. Le deuxième élément que j'ajouterais, c'est si on veut maintenir la diversité, il faut maintenir les terres en production agricole. On ne peut pas se permettre de perdre des terres qui étaient en production agricole parce que commercialement, ce n'est pas rentable de produire aujourd'hui. Mais la journée où il y aura une rareté, on ne pourra pas remettre cette année-là ces terres-là en production pour combler les besoins de la population ou s'assurer d'une certaine sécurité alimentaire. Donc, il faut maintenir les terres en production partout où il y a de l'agriculture actuellement, parce qu'on va perdre des superficies éventuellement à cause des changements climatiques. Ça, c'est mesuré, et c'est notamment dans les pays les plus proches de l'équateur où la température deviendra trop chaude et où il y aura sans doute il manquera d'eau également pour soutenir la production agricole. Alors, oui, il y a des mesures à prendre maintenant. Puis le dernier point, ce serait, si on veut que les producteurs contribuent au maintien de la diversité écologique, parce que les changements climatiques vont mettre beaucoup de pression sur l'écologie, moi je pense qu'il faut rémunérer les producteurs agricoles pour les biens et services écologiques qu'ils rendent à la population. Par exemple, si on protège une rivière par une bande riveraine, bien, cette partie-là qui n'est pas cultivée, qui est protégée, le producteur ne devrait pas payer de taxes sur cette partie-là parce qu'il ne peut pas l'utiliser, mais aussi on devrait le rémunérer pour l'entretenir, cette bande riveraine-là. Ça, il faut évoluer au niveau de la protection de l'écologie par une compensation des biens et services écologiques aux producteurs qui contribuent. Madame Lalancette. Je vais repartir de ça. Oui, en fait, comme Marcel l'a dit, c'est des notions qui sont très importantes. En fait, les aides aux producteurs ou ce que les gouvernements investissent en agriculture, et ça, tous les gouvernements le font d'une manière ou d'une autre, c'est très important parce que c'est un contrat de société que les producteurs ont avec leurs concitoyens et leur gouvernement. C'est de garantir une certaine sécurité alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, puis c'est une notion qui est importante. De là, les accords internationaux, c'est pour ça que moi, j'ai toujours considéré qu'on devrait avoir une exception agricole comme on a une exception culturelle dans les accords internationaux. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'exporter ou d'importer des choses, ça ne veut pas dire d'arrêter le commerce international, mais ça veut juste dire de ne pas gérer dans les mêmes règles que dans le commerce industriel. Parce qu'il y a des particularités, parce qu'il y a une question de sécurité alimentaire, parce qu'il y a une question de culture dans l'agriculture également et de notion de paysage aussi, tu sais. Moi, souvent, quand je rencontre des élus au Québec, c'est ce que je leur dis. À l'international, on vend notre paysage. Bien, il y a une grosse partie du paysage qui est faite par les producteurs agricoles. Il faut en tenir compte. Monsieur Sey. OK. Merci beaucoup. Les systèmes de production au Sénégal donc, se caractérisent par une très grande vulnérabilité due à des facteurs climatiques, mais aussi à des facteurs liés aux moyens de production et de marché aussi. Cette situation, bien entendu, s'aggrave avec les changements climatiques, mais dans un contexte économique, social, aussi politique. Donc, des mesures doivent être prises pour faciliter l'accès des producteurs, par exemple, au matériel agricole. C'est un peu aller dans nos pays vers la modernisation donc, de notre agriculture. L'accès des producteurs aussi aux intrants de qualité, donc qu'ils puissent vraiment produire plus pour une population donc, qui croît toujours, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, et je le répète, l'accès à des services qu'on doit donner à nos producteurs,
nous, en tant qu'organisation de producteurs, on est en train de développer des services qu'on offre à nos membres, des services de formation, des services de conseil, donc des services même de finance, pour vraiment que nos membres puissent trouver tout ce dont ils ont besoin pour faire donc une agriculture vraiment compétitive. Donc le second point, c'est la concurrence inégale, donc face aux agricultures du Nord. Là, je parle des accords internationaux qui sont signés, qui posent un problème de compétitivité de nos agriculteurs, de nos producteurs, et donc qui font face vraiment à des problèmes liés au prix, d'autant plus qu'on voit que les agricultures du Nord sont subventionnées donc de la part de leurs États. Ça pose un véritable problème pour que nos produits puissent être compétitifs sur le marché. C'est un peu faire de telle sorte qu'il y ait une compétition égale, parce que la compétition, on voit qu'elle est faussée du fait des subventions qui sont faites par ailleurs et qu'on nous interdit de faire pour nos agricultures. Ça, c'est un véritable problème sur lequel il va falloir vraiment qu'on penche, donc pour vraiment que nos agricultures puissent être compétitives et que nos producteurs puissent vendre donc leurs produits au niveau local à des prix compétitifs, mais aussi s'ils veulent exporter, que ce soit des prix qui leur procurent des revenus pour qu'ils puissent continuer à exercer l'activité. Merci. Merci. Thank you. So what is changing after already a difficult situation that was very well described? I think it's basically looking at risks and better understanding risk, and also in some way it's we haven't spoken so much here about the role of the private sector. In the equation of the climate response, there's always the private sector who will contribute largely to new solutions. So I think it is interesting to have a debate on what are actually possible beyond like insurance, which often is like a response to the question of the private sector. What are actually sustainable models where the producers who are in a more risky situation because of climate change are supported, or are like in a network that in case they can't produce in time, there's the way, or there's kind of a way not to have them fall out of the market. So it's very much a question of finding local solutions, strengthening the national markets, but then also looking at the value chains, the global value chains between producers and big supermarket chains in the north or in the east, wherever they are, and really having a discussion around that, what's actually a possible implications and what are business models. I think we're still looking for evidence where success stories can be maybe scaled up and producer situations can be improved.